sous la Première République française, c'est le projet jacobin. Ce projet a été présenté directement par Robespierre, le principal membre du comité de salut public, puisque celui qui avait écrit le projet, Lepelletier de Saint-Fargeau, membre de la commission d'éducation nationale, vous voyez, déjà on parlait d'éducation nationale, a été assassiné, comme Marat, par des contre-révolutionnaires, et c'est donc Robespierre qui va présenter ce projet le 13 juillet 1793. Facile à se souvenir. Et ce projet nous intéresse parce qu'il montre cette idée des politiques, en quelque sorte, de mettre les enfants en situation, en état d'être instruits, dans des maisons d'école, dans des maisons d'éducation. La République prendrait à sa charge tous les enfants de 5 à 11 ans. Jules Ferry fera guère mieux, hein. Il fera 6, 13 ans. De 5 à 11 ans pour les filles et de 5 à 12 ans pour les garçons. Donc cette révolution est aussi une révolution sexuelle quelque part, parce que là aussi, une fille égale un garçon. Hein. À ce moment-là, on a toujours dit que la révolution, ou souvent dit que la révolution était machiste. Je montre que c'est faux. On pourra en reparler si vous voulez. Tous, sans distinction et sans exception, la République est une et indivisible, disait-on aussi à cette époque. Tous les membres de la République sont citoyens, égaux, sans privilèges, sans droits les uns par rapport aux autres, oui, sans distinction et sans exception. Chaque mot compte, hein. On est dans un grand discours politique de Robespierre. Serait élevée en commun dans des internats. L'idée de mettre ensemble pendant longtemps, sur des longues périodes, des enfants. Oui. Ça c'est important. Pour bien apprendre, il faut être ensemble, longtemps. Et aujourd'hui, on va parler des problèmes d'aujourd'hui, mais où les internats ont très largement disparu, eh bien, l'école est en turbulence permanente. Peut-être parce qu'il n'y a pas cette vie commune, collective. Alors donc, on mettra ces enfants dans des maisons d'éducation et sous la saine loi de l'égalité. La saine loi de l'égalité. Remarquez l'adjectif sain. Cette idée de propreté nationale, quelque part, d'hygiène publique. Et si Robespierre emploie le mot sain, ainsi, c'est qu'il ne met pas un T. On est dans une phase de déchristianisation. C'est pas sainte. C'est pas la sainte égalité, c'est la saine égalité. Je vous dis que c'est très important parce que c'est un peu l'origine de la laïcité aussi qui est là. Donc, nos enfants recevraient même vêtements, même nourriture, nous y voilà, même instruction, même soin. Vous voyez, cette uniformisation de l'apprentissage. On sort d'une période, l'Ancien Régime, donc, où tout est illégal. Les conditions de vie sont inégales. Et le roi règne, et pour régner, il divise. N'est-ce pas? Eh bien, le projet républicain, alors attention, on est dans un projet seulement, hein, c'est vraiment cette égalité des citoyens entre eux, et même des enfants entre eux. Donc voilà, j'insiste un peu avec lyrisme, dirais-je, mais je voudrais un peu aussi en profiter pour revaloriser ces jacobins. Hein. Aujourd'hui encore,
votre traité jacobin, n'est-ce pas? C'est pas une référence, c'est pas une qualité. Hein. Eh bien, comprenons pourquoi Robespierre est jacobin centraliste, centralisateur, parce qu'il a un projet global de la société, de toute la société française. Hein. C'est pas pour les Bretons, c'est pas pour les Normands qu'il fait ça, c'est pour les Français. Retenons un peu cela aussi. C'est pas pour les Marseillais non plus, mais pour les Parisiens. Bon, l'État prend l'école à sa charge. Effectivement, la Révolution, c'est l'arrivée de l'État dans la chose publique. Jusqu'à présent, c'était le clergé qui contrôlait la chose publique, hein, l'Église. Et bien maintenant, c'est l'État qui va s'en mêler et qui va donc, en particulier, s'occuper de l'éducation nationale. Alors, je rappelais, mais je pense que c'est très connu de vous, hein, la création de l'université impériale en 1808. Cette université impériale qui va de la primaire, de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'université ne concerne que l'enseignement supérieur, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc là aussi, cette idée de globalité, l'enfant va être pris dès le plus jeune âge pour aller jusque le plus loin possible sur le chemin de la connaissance. La loi Guizot, 1833, très importante loi Guizot, Guizot étant le principal ministre de Louis-Philippe, n'est-ce pas, qui va donc, loi Guizot, qui va créer, obliger plus exactement, toutes les communes de plus de 500 habitants, alors là ça ne marcherait pas pour Tréguerban, hein, mais toutes les communes de plus de 500 habitants en France, et à l'époque il y avait 56 000 communes, rappelons-nous, eh bien, vont devoir avoir une école primaire, vont devoir avoir une école primaire publique. On n'a pas d'enseignants encore, mais donc on va faire appel à des congrégations religieuses, bien sûr, dans ces écoles primaires publiques, mais on va commencer déjà à former des enseignants, puisqu'on va ouvrir en même temps des écoles normales pour les instituteurs, parce qu'il s'agit en effet, on n'a pas d'autre moyen que cela à l'époque, d'instruire les garçons. Donc c'est uniquement pour les garçons, une école primaire publique de garçons. Et puis la loi Fallou, lors de la Deuxième République, 1850, va ouvrir la même chose, permettre la même chose, mais pour les filles cette fois. Presque la même chose. Hein. Il faut être une commune de plus de 800 habitants pour pouvoir ouvrir une école, avoir le devoir même d'ouvrir une école primaire de filles. Mais quand même, vous voyez que bien avant la Troisième République, bien avant Jules Ferry, eh bien, on a déjà cette possibilité d'accès à l'école pour tous les enfants. Et puis, l'empire de Victor Duruy, puisque, jeu de mots facile, Victor Duruy est l'un des principaux ministres de la période napoléonienne, Napoléon III, ministre de l'instruction publique, on ne dit pas encore de l'éducation nationale, il faudra attendre 1932 pour qu'il y ait un ministre de l'éducation nationale, eh bien Victor Duruy, lui aussi, va faire des réformes importantes et imaginer un enseignement pour les jeunes filles et imaginer également de nourrir les enfants. Alors là, j'ai mis simplement un petit graphique, vous pardonnerez mes manies, mais qui nous montre que les lois vont permettre que chaque école, enfin chaque commune, pardon, ouvre une école. Hein, donc on voit très vite que les communes sans école, le nombre des communes sans école s'effondre, alors que le nombre des communes avec école augmente. Vous voyez, on arrive même à 70 000 écoles en France, avant même Jules Ferry.
Alors, dans ces écoles, on va parfois manger. Alors, notamment dans les internats, dans les pensions, comme on disait quelquefois, et les grands internats de l'époque, c'est les lycées, hein, pour l'enseignement, on peut dire, secondaire. Il est prévu, dans la loi même qui crée cet enseignement, ce lycée, en 1802, il est prévu donc un article 32 qui dit « Il sera entretenu aux frais de la République 6400 élèves pensionnaires dans les lycées et les écoles spéciales. Les élèves nationaux bénéficieront d'une bourse de 700 francs qui servira aux dépenses de nourriture et d'entretien. » On va les faire manger, ces jeunes gens, et on va même les faire manger, oui, parfois gratuitement, quand ils bénéficieront d'une bourse. Vous voyez, cette idée d'égalité, ou de réduction, en tous les cas, des inégalités, est bel et bien là, avec ces bourses, qu'on pourrait presque dire, de nourriture. Alors, bon, j'ai mis là quelques références pour avoir une idée du nombre d'élèves dans les lycées, et donc de ce nombre croissant qu'il va falloir nourrir, substanter dans ces lycées. Puis j'ai rappelé quand même que ces lycées n'étaient pas tout à fait neutres sur le plan, comment dire, politique, puisque là, vous voyez, vous avez un cours d'éducation mathématique, mais c'est un cours balistique. Hein. Napoléon Ier, ou premier consul, en 1802, voulait bel et bien former un corps d'officiers capable de manœuvrer des canons, évidemment. Donc il y avait toujours une idée, l'école servait à la chose militaire. Mais à l'autre bout de l'université, en quelque sorte, c'est-à-dire au bout initial, on va dire, des apprentissages, eh bien, vont se multiplier aussi les salles d'asile. Les salles d'asile, donc, dans le cadre d'une révolution industrielle qui enfle, il va falloir accueillir les enfants, notamment les enfants des ouvrières qui vont désormais à l'usine, donc dans des salles, on va appeler ça les salles d'asile, ancêtres évidemment de nos écoles maternelles. On en voit ici fonctionner une, avec un instituteur, avec un groupe d'élèves, souvent d'ailleurs en sabots, souvent en robe, hein, parce qu'ils sont encore tout petits, hein, ces enfants-là. Et vous savez, un enfant était sevré à 2 ans à l'époque, et à 3 ans, il était déjà, même à 2 ans et demi, il était déjà sur les bancs de la salle d'asile. Hein. Donc la partie travail, en quelque sorte, et puis la partie repos de la même salle d'asile. On voit donc un dortoir. Je vous signale au passage que là aussi c'est un désastre. Dans les écoles maternelles, on fait de moins en moins la sieste. Hein, et c'est, à mon avis, dramatique pour nos jeunes enfants. Mais pas, évidemment, de salle ou de partie à manger, pas de salle à manger dans cette même salle. Vous remarquerez aussi la présence d'un crucifix, mais pas du tout surprenant, puisqu'on est dans un régime concordataire à l'époque, et l'Église participe en quelque sorte à la chose publique avec l'État. Voilà. Alors, dans ces salles d'asile, il peut se trouver des lieux pour manger. Indépendamment de l'arrêté de 1838, indépendamment de la partie couverte du préau, il y aura autant que possible, c'est très nuancé, près de la salle d'exercice, une autre salle spécialement destinée au repas et servant de chauffoir pendant l'hiver. On y disposera des planches pour recevoir les paniers des enfants, des bancs mobiles, des écuelles et autres ustensiles nécessaires. Il y a même un peu de
matériel pour consommer. Autant que possible. Donc, ça c'est un arrêté, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'il soit impératif. Et de fait, il ne l'a pas été. Alors, quand même, il va y avoir quelques initiatives locales qui vont développer cette idée de cantine scolaire. Voilà. Alors, j'en ai relevé deux, en fait, hein. Initiatives locales. Alors, une initiative bretonne, hein, à Lannion, dans les Côtes-du-Nord, en 1844, c'est probablement la plus célèbre, et elle est très, très significative, hein, très intéressante. Donc, à côté du bureau de bienfaisance, donc c'est vraiment en continuité de l'idée de nourrir l'indigence, hein, de nourrir les enfants indigents, il se trouve un local composé d'une cuisine équipée d'un fourneau économique, de 2 chaudières, de 2 vastes timbales en fer blanc destinées à recevoir la soupe, on a presque une idée du menu, d'une table et d'un banc en sapin. Oui, on a même plus que l'idée du menu, ce sera soupe pour tous, oui, et tous les jours. D'un réfectoire de 10 mètres par 5, où 4 tables rectangulaires cernées de bancs devraient accueillir 130 enfants. Ça risque d'être un peu bruyant, mais au moins ça mérite d'exister. Alors au menu, si on précise quand même le menu, le bouillon de légumes, on y ajoute 62,5 grammes de pain. C'est vraiment, on se croirait dans un menu diététique pour diabétiques. 62,5 grammes de pain par indigent, c'est pas par diabétique, une ou des pommes de terre, de la viande, 1 ou 2 fois par semaine. C'est quand même pas mal. De la viande, 1 ou 2 fois par semaine, c'est même énorme. Alors pourquoi? Eh bien, on le sait, c'est le maire de Lannion qui a pris cette décision avec son conseil municipal, dans le but, c'est un maire républicain. Nous sommes en 1844, sous Louis-Philippe, le roi Louis-Philippe. Donc lui, c'est un maire républicain, on dirait de gauche, quoi, hein, aujourd'hui. Et il veut lutter contre l'emprise cléricale, puisque bien sûr, il y a des écoles, on ne dit pas libres, mais enfin religieuses dans la ville. Donc, il veut permettre aux enfants de venir à l'école publique, laïque. Et c'est pour cela qu'il ouvre cette cantine véritablement révolutionnaire à l'époque. Alors, son projet est un projet donc philanthropique, comme on disait bien aussi à l'époque. Je vous le livre. Nos enfants, dit-il, passant avec nous 5 années de bien-être et de joie. Donc c'est des enfants qui ont 5 ans à passer. Et ils ont 2 ans. Nous les recevons à 2 ans. Donc ils vont sortir de l'école à 7 ans. Nous sommes en 1844. Donc la période scolaire, ça va être 2 ans, 7 ans. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à 7 ans? Ils ne vont pas se rouler les pouces, hein. Ils ne vont pas aller jouer dans le parc public. Non, ils vont au travail. Hein, il y a des manufactures de tissage, je crois, à Lannion. Eh bien, ils vont aller dans le textile. Parce que leurs petites mains, ils peuvent se glisser sur les machines, non sans risque, mais ils vont pouvoir aller raccrocher les fils quand ils cassent, parce que ça casse souvent dans les métiers à tisser les fils. Hein. Voilà ce qu'ils vont faire. Donc ils partent au boulot à 7 ans, hein, après. Mais pendant 5 ans, dit-il, nous les recevons à 2 ans, faibles, débiles, étiolés. Hein, c'est des gamins du peuple. Hein, vraiment des pauvres gens qui sont là. Nous les recevons faibles, débiles, étiolés. Alors débile, ça veut dire faible. Hein.
ne nous y trompons pas, le visage flétri par la misère. Oui, c'est une magnifique image, une terrible image. Visage flétri par la misère. Mais bientôt, ils s'épanouissent sous l'influence du rayon bienfaisant qui les réchauffe. C'est quoi ce rayon bienfaisant? Eh bien, c'est la République qui est protectrice. Ce peu de pain trempé dans de l'eau chaude, ces misérables pommes de terre, ces soins bienveillants et continus dont ils sont l'objet, rétablissent promptement leur santé. Il est lyrique, hein, le maire. Mais c'est magnifique. Quel beau programme politique. Ouais. Laïque. J'insiste. Voilà, ça c'est le premier exemple. Mon deuxième exemple, local, je l'ai trouvé dans une thèse de médecine. On n'a pas beaucoup de textes, hein, malheureusement. Très rare, très rare. Donc, dans une thèse de médecine qui s'intitule « Les cantines scolaires », c'est probablement la première qui porte ce nom-là, en 1908, et qui évoque, donc, ce docteur Gosselin, qui évoque la plus ancienne cuisine scolaire. Il ne veut pas parler de cantine, lui non plus, hein, même en 1908, où le terme commence à être connu. Donc, il parle de cuisine scolaire. Alors, c'est un exemple normand, Pont-Audemer. C'est loin, dans l'heure, vers 1860. Donc, il y a quelques années par rapport à Lannion. Hein. À cette époque, dit-il, il ne dit pas grand-chose. Les religieuses du Bon Secours préparaient des aliments chauds qu'elles faisaient porter aux enfants des 3 écoles de la ville. Donc, c'est un exemple clérical, religieux. Hein. Les religieuses du Bon Secours, alors c'est une congrégation locale qui administrait l'asile de Fou, hein, cette fois, et aussi qui a l'initiative de faire une cantine de produits chauds. On insiste, préparer des aliments chauds qu'elle faisait porter aux enfants des 3 écoles de la ville. 3 écoles, on comprendra bien qu'il s'agit d'écoles confessionnelles. Voilà, voilà 2 exemples, mais c'est très rare, je répète, d'en trouver, mais ils ont le mérite d'avoir existé. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux de restauration scolaire? Eh bien, on y mange, mais on y mange aux ordres, sous l'autorité du maître. La méthode pédagogique employée, si j'ose dire, c'est la méthode forte. Et en tous les cas, c'est bien ce que nous laisse entendre Daumier dans cette série-là que j'ai retrouvée, le professeur Eboutard, 1843, donc vous voyez, on est plus ou moins à l'époque de Lannion. Le maître est investi d'une énorme autorité et il y a presque une lutte entre l'élève, l'enfant indiscipliné et le maître autoritaire. Alors ici, par exemple, c'est le cas. Hein. Le maître confisque le brouet de l'enfant qui est plutôt insolent et mécontent, hein, visiblement. Là, c'est pas dans la salle à manger, mais c'est dans la salle de classe, eh bien, l'enfant se fait frapper, en quelque sorte, pour mauvais comportement. Bref, donc, on est à une époque où l'ordre règne, l'ordre parfois un peu brutal même, règne dans l'école. Alors, on va à la cantine, donc, dans cette période, pour manger, et on en a encore un exemple, d'ailleurs, qui est dans l'exposition, hein, que je vous mets ici. Exemple qui date de 1879, qui est écrit par, 50 ans plus tard, quasiment, par un homme devenu chef de laboratoire à l'Institut Pasteur, et qui évoque sa petite enfance, donc, son asile maternel à Paris. Alors, il raconte qu'il a sur le dos une gibecière, c'est le terme qu'il emploie, et dans l'exposition on a quelques exemples de musettes, gibecières, d'écoliers, et au bras un panier. Et j'ai voulu voir ce qui était mis sous le mot panier,
Voilà, donc dans le dictionnaire, cube de vannerie fermé par deux couvercles, se rabattant de part et d'autre d'une anse. C'est exactement ce que l'on a dans l'exposition. Dans ce panier, il y avait une petite gamelle fermée et une cuillère. Pas de couteau parce que c'est dangereux. La gamelle contenait de la viande coupée en morceaux par ma mère. La viande était déjà coupée, comme il est dit. J'emportais aussi un morceau de pain pour déjeuner et une double tartine de confiture pour le goûter de 4 heures. Voilà. Donc, pain et soupe, et viande aussi, pardon, à midi, et puis un goûter, le goûter de 4 heures, qui va devenir une espèce d'institution, le goûter de 4 heures, tartine de confiture. À midi, une servante remettait à chacun, suivant sa fortune, une gamelle pleine de purée de pommes de terre chaudes, à condition de payer 1 sou, ou une gamelle de haricots chauds, 2 sous. On est à Paris, mais les prix sont chers quand même. Donc, la gamelle de purée, vous voyez, c'est toujours chaud et toujours payant, dans laquelle chacun vidait sa viande qui serait chauffée au contact des légumes. Donc la viande n'est pas fournie, il faut la porter. D'où les haricots dédaignaient les purées. Donc il y avait 2 clans, en quelque sorte, dans la classe. Les haricots et les purées. Pas de dessert. Voilà, alors ça c'était la première période, une période donc de préhistoire de la cantine. La deuxième période, donc, qui irait de 1880 à 1950 à peu près, où on voit se mettre en place un premier réseau de cantines scolaires, le mot lui-même apparaissant donc à la fin des années 1880. Alors c'est l'époque donc une époque qui commence par les fameuses lois Ferry, la loi de la gratuité scolaire 1881, suivie de la loi de l'obligation scolaire 1882, et enfin la loi que l'on attribue à Ferry, à Jules Ferry, mais qui en réalité devrait être attribuée à Goblet, puisque Ferry a perdu son ministère en 1885. Donc, loi de 1886 sur la laïcité à l'école. Gratuité, obligation, laïcité, vous le savez bien, mais en tous les cas, c'est l'idée d'un projet global qui est enfin réalisé de mettre les enfants, tous les enfants, à l'école, les garçons, les filles, et pour suivre un enseignement nouveau, rénové et global, puisqu'on y définit les premiers des disciplines scolaires, des matières scolaires bien précises, l'histoire, la géographie, les mathématiques, le français, je vais dire comme aujourd'hui. Mais on y ajoutait aussi, et on y ajoutera aussi, l'éducation ménagère, l'instruction civique et morale, qui vont nous intéresser en ce qui concerne la cantine. Le premier objectif, donc, est social et civique de cette nouvelle école, on va dire, c'est de passer de l'école sordide à l'école moderne. J'ai mis entre guillemets parce que j'ai trouvé cette expression dans un texte de l'époque. De l'école sordide à l'école moderne, et dans des locaux dédiés à l'éducation. La nouveauté, c'est peut-être là, c'est que désormais, on va avoir des locaux précis pour chaque élément d'éducation. Donc, fini la salle de classe commune où l'on est plus ou moins bien assis, où on peut travailler difficilement parce qu'on n'a pas de matériel, où la salle sert aussi de dortoir pour le maître, puisqu'on voit son lit. Ça, c'est terminé, ou ça va se terminer. Maintenant, on arrive à Trégarvan, en quelque sorte, l'école publique qui comprend les filles d'un côté et les garçons de l'autre, c'est ce qu'on a là à côté, parfois la mairie entre les deux, en tous les cas, la maison d'école communale, avec ses
affectations donc très précises, je le répète. Alors là, c'est dans ma région, moi, que j'ai trouvé ce dessin d'enfant de l'époque. Alors, dans les villes, le phénomène nouveau, c'est la mise en place d'un premier réseau de cantines municipales. Hein. L'État n'a pas les moyens, ou pas le temps peut-être, ou pas l'envie, de vraiment s'occuper de faire manger tout ce monde. Donc c'est les municipalités qui vont s'en charger dans les grandes villes, puisqu'elles ont elles ont plus de moyens évidemment qu'en campagne. Et en premier lieu, c'est à Paris que tout va commencer à se jouer, puisque Paris, en 1881, est la première ville d'Europe à doter d'un budget spécifique les cantines les cantines de la ville, un budget de 480 000 francs, ce qui était une énorme somme à l'époque, pour les indigents qui vont à l'école. C'est bien précisé comme ça. Et ensuite, les autres villes vont suivre, d'autres villes vont suivre, Bordeaux, Marseille, Lyon. J'aurais peut-être dû mettre Lyon juste après Paris, parce qu'il y a eu vraiment un gros effort à Paris. Et puis Nantes, et même Rennes. Hein, et même Rennes, et vous avez dans l'exposition des données sur les cantines de Rennes dans les années 1880 qui font intéressantes. Alors, ce nombre de cantines urbaines va augmenter formidablement. Hein, 500 en 1880, en fait, c'est plutôt en 1885, 5217 en 1925, 7639 en 1930. Vous voyez, sur 50 ans, là, tandis que se déroule la Troisième République, eh bien, on a une augmentation très, très spectaculaire. Je ne sais pas, j'ai combien de temps? Un certain temps. Bon, ça va. Vous me dites, hein, quand vous en avez assez. Voilà, alors, et quid des campagnes? Eh bien, oui, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes? Eh bien, pas grand-chose d'autre pour l'instant. En tous les cas, dans les années 1880, dans cette fin de siècle, on voit que les cantines apparaissent, mais difficilement comme des lieux donc dédiés à l'alimentation scolaire. Hein. Et même dans des petites villes comme Évreux, on voit des cantines qui sont un peu indignes, hein, quelque part. Hein, dans une cour, et non pas dans une salle, avec des enfants très, très tassés les uns sur les autres. Et là aussi, on n'a pas l'impression d'un repas bien consistant ni bien équilibré. Hein. Malgré les objectifs proclamés des politiques de la Troisième République, eh bien, la cantine laisse à désirer. Hein. Elle reste une exception au début du XXe siècle, c'est certain. J'avais relevé donc c'est un devis descriptif d'entrepreneur dans une petite commune. J'ai mis à Trégarvan, mais je crois que je me suis trompé. Hein. Je ne crois pas que ce soit là. Lorsque l'école communale est construite, c'est pourtant en 1906, hein, donc ça correspond quand même à notre école ici, on se contente de prévoir une cheminée dans chacun des deux préaux ouverts à tout vent. C'est ça. Si, c'est ça? Oui, c'est celle-là? Ah oui. Alors c'est dans la brochure de... c'est dans l'expo? Vous l'avez mis ça? Non, on l'a pas là. Ah bon. Ah bon, alors où est-ce que j'ai pu... c'est ça, alors. On se contente de prévoir une cheminée dans chacun des deux préaux ouverts à tout vent. Oui, les préaux sont là. Pour permettre, alors la citation de l'entrepreneur, permettre le lessivage, donc pour faire la lessive,
et aussi, éventuellement, la préparation d'aliments chauds pour les élèves. Ouais, donc, cantine un peu sommaire, hein, admettons. Encore plus sommaire que là. Alors, nos petits écoliers, là c'est une carte postale du début du XXe siècle, eh bien ils sont quand même pas très à l'aise. Hein. Alors on voit bien les musettes, hein, des enfants, hein, les paniers, comme on disait à l'instant. On voit bien que nos petits écoliers, ils ont chacun leur gobelet, hein, et puis leur bouteille. Et qu'est-ce qu'il y a dans les bouteilles? Du vin. Bien sûr. Bah oui, l'eau est trop dangereuse. L'eau est pas potable. Le vin, lui, tient au ventre. Enfin, c'est l'idée de l'époque, hein, mais j'en reviendrai là-dessus. Alors, j'ai relevé chez un collègue, on va dire, breton, Pierre-Jacques Elias, la formule suivante. Alors, il y a du Pierre-Jacques Elias d'ailleurs dans la salle, hein, mais ce n'est pas la même citation. De la guerre de 14, nous avons hérité aussi des musettes. C'est pour ça que je vous cite Pierre-Jacques Elias, qui nous servent de sacs d'écoliers. Les enfants de la campagne profonde et du bord de mer, nous y sommes dans les deux cas, y mettent non seulement leurs livres, mais de solides casse-croûtes pour la journée. Le beurre, le lard ou la mélasse contaminent parfois l'histoire ou la grammaire. Mais qui peut-on? Voilà ce qu'écrit Jacques Elias. C'est pas dans Cheval d'Orgueil, c'est dans ses mémoires. Un gros et beau livre d'ailleurs que je vous conseille. Alors, justement, enchaînement facile, hein, qu'est-ce qu'il y a sur la table de la salle à manger? Eh bien, il y a ce que la salle de classe permet. Je m'explique. Tandis que les enfants mangent, quand ils ont fini de manger, ils vont dans la salle de classe pour suivre un enseignement, c'est normal. Et dans cet enseignement, il est prévu par la République de donner des cours d'anti-alcoolisme. À partir de 1895, le ministre de l'Instruction publique s'appelait Raymond Poincaré, futur président de la République. Eh bien, on va distribuer dans la salle de classe des cours d'anti-alcoolisme. Et vous en avez un exemple ici. Nous y entrons dans la salle tout à l'heure. Hein. Eh bien, on y est. Hein. Autour de l'institutrice se groupent les petites filles et qui se mettent devant le tableau mural signé de médecins pédiatres importants, le docteur Galtier-Boissière. Vous avez un exemplaire dans l'exposition, un exemplaire d'un tableau mural de Galtier-Boissière, c'est pas le même. Mais j'ai voulu vous mettre celui-là parce que c'est celui qui est sur la photo. Et voilà quel enseignement on donnait. Qu'est-ce qu'il faut boire? Eh bien, il faut boire les bonnes boissons et, bien sûr, rejeter les mauvaises boissons. Les mauvaises boissons, ce sont les alcools. Les alcools de betterave, de pommes de terre, de grains, qui conduisent directement à l'alcoolisme, c'est-à-dire à une dégénérescence du corps, mais aussi de l'esprit de la nation. Et on voit bien avant l'alcoolisme, après l'alcoolisme. C'est comme chez le coiffeur, il y a l'avant et l'après. Une publicité maintenant pour les cheveux. Bon, ben, pour l'alcoolisme aussi. Hein, avant, après. Quelles sont les bonnes boissons donc qu'il faut boire? Eh bien, ce sont les boissons naturelles. Vin, cidre, poirée, bière. Vous ne trouvez pas qu'il en manque?
boisson naturelle, Pas d'eau. pas d'eau, pas de lait. Voilà. Voilà donc ce que l'on apprend. Voilà pourquoi il ne faut pas être surpris de voir sur la table des enfants, j'allais dire par amour pour les enfants, du vin, des bouteilles de vin. Et ça va durer encore un bon demi-siècle. Alors, tandis que l'on fait la leçon dans la salle de classe, qui est normale, on peut la faire aussi hors de la salle de classe. Et c'est ce que l'on voit ici, avec cette photo de 1912 qui nous montre les institutrices de l'école normale en train de trier les légumes qu'elles ont cultivés dans le jardin, qu'on dirait aujourd'hui pédagogique, dans le potager pédagogique, comme il y en a un ici. C'est-à-dire qu'on leur apprend à faire la cuisine et à manger les produits, évidemment, de leur fabrication. Ce n'est pas un enseignement purement intellectuel qui est délivré. Ce n'est pas une éducation théorique qui est faite. C'est vraiment une éducation pratique là, qui est délivrée et que l'on voit ainsi. Et évidemment, cela se permettra aux institutrices, enfin là c'est des apprentis institutrices, quand elles seront institutrices, elles vont dispenser également une formation aux enfants sur le bien manger et le bien boire, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on mange justement à la cantine? Et là, y a-t-il un hiatus entre ce qui est dit dans la salle de classe et ce qui est vécu à la cantine? Eh bien, pas tant que ça. On voit que le pain est un produit encore très consommé, vous voyez, 300 grammes par jour pour les 4-5 ans, 500 grammes par jour, bien sûr, à l'école primaire. 500 grammes, hein, ça fait beaucoup. Ça nous paraît beaucoup. Le vin, avec des proportions donc précises, 70 centilitres pour les petits, mais 7 centilitres, pardon, et 10 centilitres pour les plus grands, enfin l'école primaire, et puis du lait quand même, hein, il y a du lait. Là, il s'agit dans les écoles parisiennes, hein, c'est dans les écoles primaires parisiennes. Voilà. Alors, menu d'une cantine parisienne pour la semaine du 1er avril au 6 avril 1929. Hein, on a passé un petit peu de temps, hein, mais ça ne devait pas être bien différent 30 ans auparavant. Hein, oui, lundi, soupe grasse, bœuf bouilli, lentilles. Mardi, soupe grasse aux légumes, bœuf braisé, haricots. Mercredi, soupe grasse, bœuf bouilli, lentilles. Jeudi, il n'y a pas d'école. Vendredi, soupe maigre aux légumes. Maigre, ça veut dire qu'il n'y a pas de lard. Hein. Grasse, ça veut dire qu'il y a de lard. Poisson, tiens, l'école laïque, publique. Mais on est. Ah non, 1929, non, il y a déjà eu la séparation de l'État. Hein. Mais les habitudes se prolongent. Purée de pommes de terre. Samedi, soupe maigre aux légumes, tiens, j'ai déjà entendu ça, ragoût de viande et riz gras. Riz avec un Z. Hein. Ça, c'est une faute. Grossière. Privé de dessert. Oui, à cause de la faute d'orthographe. Oui, madame. Ça le vaut bien. Alors oui, c'est très répétitif. Hein, c'est très ennuyeux, c'est très répétitif. Alors, ici, deux photos intéressantes qui montrent que parfois, on transformait la salle de classe en salle à manger. Oui, en un tour de main, c'est le cas de le dire. On renversait les tables et hop, on montait des tables pour manger dans la même salle.
Alors, quand même, il y a des tentatives ou des premiers essais pour donner une alimentation un peu plus variée. Alors, selon ce même docteur Gosselin, les cantines scolaires 1908, menu du vendredi dans une école maternelle du 19e arrondissement de Paris, soupe aux légumes, rôti de mouton haché, épinards au jus, ou soupe à l'oignon, rôti de veau haché, haricots verts, boisson, lait, vin, eau, ou vin. Et il y a de l'eau, et il y a du lait, et puis du vin. Voilà. Hein. Alors, donc il y a déjà des premiers équilibres alimentaires qui sont en train de se mettre en place. Hein. Voilà. Toujours pas de dessert, vous l'aviez noté. Le menu type d'une décade. Alors, on arrive dans les années 20, les années 30, où la diététique commence à apparaître comme une science du bien manger, du bien boire. Ce sont des femmes souvent qui sont les pionnières dans le domaine. Hein, j'en citerai deux. Lucie Randouin. Ce sont d'ailleurs toujours des femmes féministes. C'est-à-dire, comme on comprenait le féminisme à l'époque, qui sont favorables aux œuvres sociales et dévouées à la collectivité. C'était ça, le féminisme de l'époque. Il ne s'agissait pas de revendiquer le droit de vote. Hein. Non, c'était d'abord le droit pour tous, y compris les femmes, de bien manger, par exemple, et de bien boire. Alors j'en cite deux. Lucie Randouin, qui était quand même pas n'importe qui. Elle était membre de l'Académie de médecine. Or, l'Académie de médecine n'était composée que d'hommes, pratiquement que d'hommes. Donc, elle avait dû jouer du coude hein, pour devenir médecin et pour arriver au plus haut sommet de la hiérarchie médicale. Bon, elle va découvrir les vitamines. Elle va découvrir, parce que la biologie, la microbiologie est très active, elle va découvrir les glucides, les protéines, les lipides hein, qui composent les aliments. Donc c'est vraiment une très grande nutritionniste. Hein. Et puis l'autre, c'est une très grande nutritionniste aussi, mais j'allais dire plus pratique, qui a du sens plus pratique. C'est Augusta Moll-Weiss. Je ne sais pas si les nutritionnistes de la salle connaissent. Augusta Moll, M-O-2-L, Weiss, W-E-I-2-S. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant qui va d'abord réaliser la première étude sur l'alimentation de la jeunesse française, c'est le titre de son ouvrage, en 1931, mais qui auparavant avait déjà fondé une association qui s'appelait le goûter de l'écolier, donc pour donner aux enfants un supplément alimentaire à l'occasion du goûter de l'après-midi. Voilà, donc c'était vraiment quelqu'un de très pratique. Et alors là, elle nous donne un menu type d'une décade, de ce qu'elle appelle une décade, donc ce qui me laisse supposer qu'elle devait être républicaine en plus, hein, puisqu'elle reprend un terme du calendrier républicain de la Première République. Donc, sur 10 jours, elle décline le menu. Alors, je ne vous l'ai pas mis sur 10 jours, je vous rassure, mais déjà le premier jour. Donc, elle dit aussi le menu du soir, mais enfin, pour le déjeuner, salade de tomates et persil, plus 1/6 d'œuf dur et quelques feuilles de salade. Une entrée de légumes frais. Viande, escalope, 120 grammes. Là, on y est. Hein. Jardinière de légumes, petits pois frais ou de conserve, salade, carottes et si nécessaire une pomme nouvelle. Vous voyez, la jardinière de légumes d'accompagnement.
Le plateau de fromage, mais oui, 40 grammes, 3 sortes de fromage, je précise, hein, 3 sortes de fromage, attention. Et dans un dessert, enfin, pain d'épices au miel et mieux, virgule, pur miel. Donc, du sucre. Et tout ça nous fait un excellent repas. N'est-il pas? Bon, deuxième jour, après j'ai sauté. Deuxième jour, donc un demi-pamplemousse, soit Jenny's, carottes nouvelles, plateau de fromage, pas les mêmes que la veille, si possible. Et crème instantanée et gâteau sec. Qui dit mieux? Hein? On peut toujours dire mieux, mais quand même. Un pamplemousse, ça doit être exotique à l'époque, hein, un pamplemousse. Mais c'est des menus types, hein, ça ne veut pas dire qu'ils aient été vraiment appliqués, mais au moins elle avait cette idée-là de la diversité alimentaire. Alors je sautais directement au 5e jour parce que j'ai supposé que c'était le vendredi. Hein? Donc, pommes de terre, parce qu'il y a du poisson. Voilà. Filet de poisson au four. Pommes de terre, filet de poisson, épinards, avec croûtons frits, oui, c'est précis, plateau de fromage, semoule de blé dur avec fruits au sirop. C'est copieux, hein? C'est bon. Ah oui, puis elle donne, de temps en temps, elle donne les doses, hein, les proportions. Et qui paye? Ça, c'est théorique, hein. Tout ça, c'est théorique. Mais merci quand même, Madame Augusta Moll-Weiss, d'avoir imaginé cette diversité. Alors, qui paye et qui boit? Et que boit-on? Hein? Alors, on commence à boire du lait de plus en plus. Dès la fin des années 30, et j'ai relevé par exemple cette carte qui nous montre où l'on boit du lait, parce qu'on n'en boit pas partout. Et on s'aperçoit par exemple la Bretagne ne boit pas de lait. Les écoliers bretons ne boivent quasiment pas de lait, ce qui est quand même assez impressionnant. Hein. Peut-être pas dans les cantines, peut-être dans les maisons. Non, je parle des cantines. Hein. C'est ça, oui. Alors peut-être parce qu'ils en buvaient chez eux. Voilà. Ça, c'est fort possible. Mais moi, je parle des cantines, hein, uniquement. En revanche, dans la France, on va dire, du Nord, on se met à boire du lait, et en particulier dans ce département de l'Eure. Parce que, il faut dire que j'ai plus de données sur le département de l'Eure, puisque dans l'Eure, vous avez Pierre Mendès France, qui, en 1932, a été élu député d'Évreux, et qui, en 1930, enfin, aussitôt, c'est le plus jeune député de France. Hein. Pierre Mendès France, à l'époque, il a 25 ans. Mais il a des idées. Et il va faire alliance, il doit être républicain socialiste, ça doit s'appeler comme ça, avec le maire d'Évreux, qui s'appelait M. Chauvin, qui était un ancien ministre, donc un homme d'influence et influent, et tous les deux, ils vont s'entendre avec l'union interprofessionnelle de l'industrie laitière du département, qui fournira donc le lait industriel aux cantines scolaires. Ce qui fait donc que l'Eure va devenir un département un peu pilote de l'opération lait à l'école. Nous sommes, je répète, que dans les années 1930. 20 ans plus tard, je vais en reparler, Mendès France, devenu président du Conseil, va imposer toute cette mesure révolutionnaire, quasiment, à toute la France. Alors, donc on a des lieux comme ça, Lyon, Dijon, Roubaix, Arcachon, Lille, Quimper, même, où l'on se met à verser du lait dans le gobelet des enfants. 327 localités dans 32 départements, en 1938, donnent du lait
à leurs enfants. C'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose. Arrive la guerre, qui va stopper assez largement ces opérations de lait pour tous, et qui va rationner considérablement les enfants, comme les adultes d'ailleurs, puisque tout finit par se faire rare dans cette longue période de guerre. Les enfants sont divisés en J1, J2, J3, hein, je le rappelle. On prévoit des rations pour chaque âge, chaque tranche d'âge, mais les années de guerre se succèdent et on n'en voit pas la fin, et du coup les rationnements s'accentuent pour chaque âge. Hein. Voilà, le secrétariat d'État au ravitaillement limite les vivres début 1942. Début 1942, donc on est encore dans une France coupée en deux, avec une zone nord et une zone sud, mais c'est quand même mince pour tout le monde. 100 grammes de matière grasse, 125 grammes de pâtes, 125 grammes de sucre et 125 grammes de légumes secs par semaine. Par semaine. Hein. Vous aviez pensé que c'était par jour. Non, non. 90 grammes de viande et 50 grammes de pommes de terre par jour. Par personne aussi. Hein. Mais vous voyez, ça fait vraiment des pauvres proportions. Alors, les cantines, qu'est-ce qu'elles deviennent dans ce contexte? Eh bien, elles deviennent des refuges. Elles deviennent des refuges quand elles ne ferment pas, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé, pour les plus modestes des enfants, et pour quand c'est possible. Hein, parce que à la maison, ben, souvent c'est le chef de famille qui va manger le plus gros des rations. Parce qu'il faut bien qu'ils puissent quand même tenir le choc. Alors les enfants vont en pâtir, hein, globalement. On a mesuré la taille des enfants, on les a pesés, et on s'est rendu compte effectivement que la taille et le poids des enfants de 1942-43 étaient 10 ou 15% inférieurs à ce qu'ils étaient en 1938. Voilà. Sur le plan des boissons, eh bien, le régime de Vichy est un régime sec. Oui, c'est facile à dire, mais ça ne fait rien, ça me fait plaisir de le dire. C'est un régime sec parce qu'il continue, il aggrave, on va dire, l'anti-alcoolisme en mettant pour la première fois le vin parmi les produits alcooliques. Hein, au même titre que les autres boissons que l'on qualifiait avant d'hygiéniques, et à la hauteur, en quelque sorte, des liqueurs, absinthe et autres portos. Et on commence à voir, vous voyez, déjà des préventions contre ces boissons fermentées. Hein. Il faut prévenir du danger qu'il y a à consommer des quantités immodérées de cidre et de vin, et hélas d'alcool, qui explique le nervosisme de certains enfants. Donc, le nervosisme, hein, c'est pas l'alcoolisme, pas encore. Et vous voyez, c'est le bulletin national d'enseignement primaire de mai 1943 qui l'assure. Donc il y a un retournement de mentalité là, qui est en train de s'opérer contre le vin, et donc contre le vin à la table des enfants, progressivement. On arrive maintenant justement à la troisième et dernière partie, je vous rassure, le restaurant d'enfants d'après-guerre. Hein, on n'arrivera pas jusqu'à aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Alors à l'école, l'éducation passe à table de classe, table de cantine, selon les principes hygiénistes. Et ça, je crois que c'est important, et on le voit très bien justement même dans nos écoles rurales. Les principes d'eau, d'air, lumière
et de moralité aussi, de vie en collectivité. Alors je sais bien que le terme moralité n'est plus à la mode, mais il l'était encore dans les années 50, entre dans ces salles à manger, ces salles de classe. Hein. On voit bien l'air, la lumière, l'eau, l'eau est dans le couloir, hein, c'est dans les lavabos de l'entrée. Et la moralité, elle est dans l'ordre aussi qui règne dans la disposition même du mobilier. Et dans ces cantines du monde nouveau que représente la France à reconstruire et la France en cours de reconstruction d'après-guerre, eh bien, on va se mettre à manger enfin rationnellement, c'est-à-dire par le raisonnement et par la connaissance de la nutrition, et convivialement. Voici par exemple ce qu'écrit ce docteur Jean Sutter, la protection alimentaire des écoliers, qui était un membre de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains, qui a été fondée en 1941, cette fondation, par Alexis Carrel, vous savez, l'auteur, le fameux auteur, prix Nobel de médecine, d'une part, en 1912, et auteur d'un livre à très grand succès, L'homme c'est inconnu. Donc Alexis Carrel a fondé cette fondation pour l'étude des problèmes humains, et de nombreux personnages que l'on va voir ont été des élèves un peu d'Alexis Carrel. Alors celui-ci, Jean Sutter, dit « Le sort de l'adulte, son habitus définitif », vous voyez le terme d'ailleurs est très, très novateur, son habitus définitif, sa structure et sa force physique dépendent de l'alimentation absorbée pendant la période de croissance, de la qualité et de l'équilibre de cette alimentation. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est un discours de politique alimentaire qui est nouveau dans les rouages, on va dire, de l'État. Nous sommes en 1945, donc la France est libérée, mais elle est exsangue. Donc il faut repartir dans régénérer quasiment le corps des Français et le corps de la nation. Les deux allant bien ensemble. Alors, de nombreux films vont circuler dans les écoles, des films fixes, comme on en voit d'ailleurs dans l'exposition, hein, comme celui-ci, qui s'appelle La Nutrition, qui a été réalisé par l'Office de documentation par le film. J'en ai trouvé quand même de ces films de nutrition, j'en ai une centaine. Une centaine. À raison de serait-ce que 50 vues par film, ça fait 5000 images, hein, comme celle-ci. Oui, en 1960, mais il y en a dès 1948, on commence à voir ces films se multiplier, qui donnent des informations, des connaissances pour les enfants, hein, sur ce qu'il y a dans les aliments, et ce qu'il faut manger, et ce que l'on doit manger, peut-être à la cantine. Alors, évidemment, il s'agit, voilà, parfois de films qui tournent aux publicitaires, hein, parce qu'ils sont réalisés par l'Office de documentation par le film, mais produits par des entreprises commerciales. Alors, comme Banania, comme Orangina, comme Nestlé, Danone, etc., vont tous s'engouffrer dans cette voie de la publicité à l'école, qui est formellement interdite, mais comme on manque de tout dans l'éducation, on est bien content d'avoir le matériel offert par les dites entreprises. Donc, voilà. Alors, il y a de la propagande, mais il y a aussi de l'information en matière de nutrition. Et il va y avoir donc une pratique qui
pour appliquer la théorie. Cette pratique, elle va être diffusée par un homme, Raymond Pommier, lui aussi membre de la fondation d'Alexis Carrel pour la résolution des problèmes de l'homme, mais Raymond Pommier qui est un ancien instituteur et qui va aussi ensuite devenir membre de l'Institut des sciences humaines qui a suivi la fondation Alexis Carrel. Et qui va avoir le soutien complet des ministres de l'Éducation nationale et des recteurs d'académie pour faire une véritable tournée en France. On l'appellera, d'ailleurs on le surnommera, l'apôtre du restaurant scolaire. En effet, Raymond Pommier nourrit des idéaux des nutritionnistes, va colporter ces idées à peu près dans toute la France. Mais avant cela, et dès 1946, il fonde un restaurant d'enfants, puisqu'il va même supprimer le nom de cantine scolaire qui faisait, à son avis, ringard, pour appeler cela un restaurant d'enfants à Montgeron, en Seine-et-Marne, restaurant qu'il va appeler la Roseraie. Et restaurant très célèbre, puisque vous avez un film de Lina qui passe dans l'exposition, et vous avez ici un dessin d'un des plus grands dessinateurs, notamment d'enfants, Eiffel, de l'époque, sur le restaurant de la Roseraie. Et vous avez là une photo de Raymond Pommier au milieu des enfants de l'école. Il y avait à peu près 400 enfants dans cette petite ville de Montgeron qui allaient à la cantine, petite ville de 13 000 habitants, je crois, à l'époque. Alors, son slogan, se nourrir sur mesure, et non pas faire manger en confection. J'ai oublié le faire manger. Donc, nourrir sur mesure, l'idée de nourrir sur mesure, à la mesure, selon les besoins évidemment, donc des enfants. Alors, il attribue à son restaurant d'enfants 3 fonctions. D'abord, en faire un constituant indispensable à la vie moderne. Et je le cite, « Pour que l'enfant n'ait pas à souffrir des transformations du milieu social, l'école devait remplacer la maison, le maître, la maman trop occupée. » Donc, alors l'école devait remplacer la maison, pardon, le maître remplacer la maman trop occupée. Hein, donc, c'est vraiment la prise en charge de l'enfant dans sa globalité, au détriment peut-être de la vie domestique, mais aussi pour le bien du pays. Deuxième fonction qu'il attribue à ces restaurants d'enfants, en faire un apprentissage du bien manger. La cantine scolaire, dit-il, quand elle est bien administrée, introduit dans l'alimentation enfantine un souci de rationalisme et d'hygiène, trop souvent absent des repas familiaux. Donc, grande défiance par rapport à la vie familiale, à ce qui se passe à la maison, et au contraire, grande confiance par rapport à la cantine collective. Et troisième fonction, un instrument d'éducation. Et je le cite, « Par l'exemple qu'on y reçoit, par l'habitude qu'on y prend, par l'ambiance matérielle et morale qui entoure l'enfant, la cantine scolaire participe à l'éducation. » Alors, la cantine scolaire participe à l'éducation. Et oui, vous voyez là, avant d'entrer dans la salle à manger, on se lave les mains. D'abord, se laver les mains. Mais c'est le principe qui a été très largement abandonné, qu'on est en train de récupérer aujourd'hui.
Quoi? Merci coronavirus. Vous voyez, on y revient, on y revient. Donc, la propreté. Quand on arrive dans la salle, alors, les tables sont mises avec des nappes, nouveauté, avec des assiettes, et pas des écuelles, comme on avait trop souvent, avec des couverts, y compris le couteau, il n'y a pas simplement la cuillère, avec des verres, qui ne sont pas des gobelets, mais des verres du Ralex, comme on a là aussi dans l'expo, hein, des verres en verre, plus friolants, a priori, que des gobelets voilà. Alors, c'est des matériaux d'époque, évidemment, hein, mais quand même, c'est intéressant. Et puis, dans une ambiance conviviale, ça n'a pas l'air, mais la jeune fille qui est là n'est pas une employée municipale chargée de distribuer la nourriture, c'est une grande élève. Hein. Les enfants, vous voyez, mangent ensemble, garçons et filles. Nous sommes en 1900, là je crois que la photo est de 1956, la mixité n'est pas du tout faite. Hein, il faudra attendre 1975, la réforme Haby, pour que la mixité soit ordonnée partout. Hein. Eh bien, à la cantine de Pommier, là, on va avoir déjà la mixité au repas. Hein. Et puis, évidemment, la nourriture va être très, très variée. Alors, on va y venir sur la nourriture. Donc, vous voyez, cette ambiance générale de la lumière, de l'air, de la joie, hein, et du bien-être, du coup, à manger ensemble. Hein. Vous voyez, on a même mis des décorations, des fleurs, des plantes, pour agrémenter les choses. On n'a plus la grande table collective, on a des tables de 6 ou 7, 8, mais pas des grandes tables de 20, etc. Là aussi, on va avoir un peu de charme à manger, hein, de plaisir, donc, du coup, à déjeuner. Et puis, des repas qui sont bien mieux qu'avant. Hein. Potage ou asperges vinaigrette, escalope de veau, coquillettes au gratin, fromage blanc et sucre, cerises, oui, diversifié, diversification, succession aussi, dans un ordre précis. Je crois que ça, c'est assez important à noter. Alors, qu'en est-il pour les boissons? Eh bien, comme on le laissait entendre, les boissons vont se diversifier. Là, vous avez un peu un avant et un après. Avant, le vin est roi. Ça, c'est un buvard qu'on distribuait aux écoliers dans les années 1930, avec une citation de Pasteur: le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons, renforcée par une autre citation du docteur Bertillon: l'alcoolisme est tenu en échec par la consommation du vin. Donc buvez du vin, vous ne serez jamais alcoolique. Et on avançait des arguments nutritionnistes. Hein, 1 litre de vin de 10 degrés correspond à la nourriture de 900 g de lait, 370 g de pain, 585 g de viande, 5 œufs. Je demande confirmation aux nutritionnistes de la salle. Hein. Voilà, en tous les cas, c'est ce qu'on disait dans les années 30. Et puis, arrive la guerre, donc, comme on l'a vu, et déjà, le vin commence à avoir mauvaise presse, c'est un jeu de mots. Vous voyez, on commence à comparer le vin et l'alcool, hein, en disant que 200 litres de vin égale à 20 litres d'alcool. Donc, avec les mêmes effets. Et là, on en est loin, puisque avec les films fixes, donc anti-alcooliques et alimentaires, on va dire
de la période des années 50, là c'est un peu plus tard, c'est plutôt dans les années 60, on va voir arriver le lait, pardon, comme la meilleure des boissons, l'eau aussi, et donc on va assurer une meilleure, on va dire, alimentation. Donc tout ça, évidemment, de manière théorique, hein, bien sûr, dans la salle de classe. Et bientôt, dans la salle à manger aussi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, recommence un grand conflit d'après-guerre entre le vin et le lait. Et ce conflit se déroule à l'école. À ma gauche, le vin, les sociétés commerciales qui sont nombreuses à l'époque, le vin du postillon, les carafons ici, font une publicité d'enfer par le biais de buvards. Hein, le buvard, c'est l'accompagnement scolaire par excellence à l'époque. Et puis là, à droite, les nouveaux conseils d'alimentation, le lait, avec, dans les années 1954, donc à l'époque de Pierre Mendès France, quand le tour de la vie se fait autour du lait, hein, des conseils pour la santé, même le verre, c'est un peu le verre pharmaceutique, n'est-ce pas, hein, qui est le verre de l'espoir d'un nouveau monde débarrassé en quelque sorte de l'alcoolisme et au vin. Hein, voilà. Et là, donc, la cantine va devenir vraiment le lieu symbolique de l'affrontement avec la victoire effective comme je le disais tout à l'heure, du lait sur le vin en 1956, puisque c'est à ce moment-là donc que le vin est retiré des tables de cantine pour les enfants les plus jeunes. Voilà, alors on va conclure. Alors je vous mets une petite bibliographie là pour approfondir, si vous voulez, le sujet. Hein. Qu'est-ce que j'ai voulu dire avec tous mes propos? Bien, j'ai voulu vous présenter donc une histoire de cantine scolaire qui aboutit à poser quelques problèmes. D'abord, où? Et la cantine scolaire est un lieu donc qu'il a fallu créer qu'il a fallu créer à tout prix, hein, c'est le cas de le dire. Ensuite, qui va fréquenter la cantine scolaire? Qui va tenir la cantine? Donc quel personnel, hein, et les problèmes sont financiers, ils sont aussi, comment dire, sociaux, hein, puisque évidemment on a vu que la cantine scolaire avait commencé par nourrir les plus petits, hein, les plus faibles, les plus pauvres. Où, qui, quand aussi. Quand la cantine scolaire ouvre-t-elle ou ferme-t-elle? Est-ce que la cantine scolaire n'ouvre qu'au moment du repas de midi, ou assure-t-elle le goûter? Bon, ce n'est pas un problème majeur, mais je pense que
et le goûter, effectivement, va progressivement entrer à la cantine. Donc, et puis enfin, quoi, en quelque sorte? C'est-à-dire, quelle nourriture absorbe-t-on à la cantine? Selon quels critères diététiques, voire politiques, religieux, nourrit-on? Et on se rend compte que les choses évoluent, et qu'aujourd'hui, par exemple, on en est à se poser la question, doit-on faire de la nourriture halal, cachère, catholique, oui, enfin, ça devient le grand n'importe quoi, peut-être. Doit-on manger vegan, végétal? Doit-on permettre aux enfants d'être omnivores, carnivores? Oh, quel horrible. Hein? Donc ça, je pense que c'est des éléments d'un débat qui, pour le coup, va être récurrent, mais qui vient de loin. J'ai essayé de dérouler 150 ans d'histoire de cantine, et effectivement, depuis le début, ces questions-là sont posées, se posent, et donc elles se posent. Alors, je ne voulais pas terminer de manière trop sinistre non plus. Je voulais terminer par un petit texte d'un dénommé, c'est à cause de ça que je le prends, Le Breton. Voilà. Alors, ça se passe à la cantine. C'est un livre qui s'appelle Les Hauts Murs. Blondeau termina le partage des boules de pain avant d'en pousser les tronçons vers le centre de la table. Lorsqu'il enfonça la louche dans le plat d'étain posé devant lui par fil de fer, son nez se fronça. Merde! Encore leur putain de ragoût, jura-t-il. C'est pas à composer des menus que le cuistot attrapera une méningite. Envoyez vos galtouzes, les gars! En rendoignant, les assiettes incassables s'alignèrent devant le plat fumant. 10 fois, la louche émergea du récipient. 10 fois, elle trempa dans l'assiette. La sauce visqueuse, les patates mal épluchées furent distribuées honnêtement. On restera avec ce. Je vous remercie de votre attention. Puis si vous avez des questions, surtout, allez-y, foncez. Je vais juste vous allumer la lumière. Vous avez évoqué à un moment donné l'arrivée des cantines scolaires d'abord dans les grandes villes, donc vous avez cité Paris. Qu'est-ce qui a prévalu qu'aujourd'hui les cantines scolaires sont gérées justement par les municipalités et pas par l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que ce sont les collectivités territoriales qui ont pris la main sur cette part de l'éducation? Alors, les cantines sont gérées par les municipalités, comme les écoles sont gérées par les municipalités. Et ça, c'est une réalité depuis le début des écoles. Tout ce qui est du primaire relève de la commune. Le secondaire, collège maintenant, relève du département, et le secondaire, lycée, relève de la région. Voilà. Cantine comprise, parce que la cantine, justement, c'est ce qui est intéressant dans votre question aussi, c'est que la cantine fait partie de l'école. Elle est entrée dans l'école, elle aussi, tout entière. Et à partir du moment où c'est devenu un lieu d'éducation, elle fait partie de l'école. Même si les enfants sortent, on va dire, physiquement de l'école pour aller manger à la cantine municipale, enfin municipale à ce moment-là,
cette cantine municipale est un espace scolaire, mais géré par la commune. Mais pendant longtemps, ce sont les instituteurs qui géraient la Alors en plus, cantine. oui. Moi j'ai Tout été à au, fait. un collège aussi, en 53, c'est le directeur du collège qui s'occupait exclusivement de la cantine, qui assurait le ravitaillement, qui s'occupait de payer la personne qui travaillait. Et qui il s'occupait aussi de faire rentrer l'argent. Oui, Parce oui. que- Et l'instituteur, ça faisait partie de ce qu'il devait faire. Voilà, C'était une de ses tâches. une de ses tâches. Oui, oui. Tout à fait. Il avait la responsabilité de Alors, la cantine scolaire. Il y avait, comme je vous l'ai laissé entendre aussi, des caisses d'école qui aidaient au recrutement du personnel et à la gestion de la cantine. Mais le responsable, c'était le directeur de l'école. Oui, oui. Oui, dans les communes rurales, c'est ce qui se passait. Hein. Il y avait des syndicats laïcs aussi. Bah oui, aussi. Ça, ouais. Oui, parce que souvent, ça faisait partie des œuvres sociales. Enfin, ça dépendait de la taille de la commune, je pense aussi. C'était. Ce qui veut dire que ça n'a pas toujours été si clair que ça de déléguer cette mission aux municipalités d'une part, Non. où maintenant les collèges effectivement sont gérés par le conseil départemental, les lycées par le conseil régional, mais finalement il n'y a pas eu un texte à un moment donné qui a défini, parce qu'à un moment donné on peut imaginer une inégalité d'une commune à l'autre selon... Ah, qui c'était s'investit. très inégal. Ah ben oui. Il y avait des communes qui avaient les cantines et d'autres qui n'en avaient pas. Ah oui, mais ça, l'inégalité, elle était permanente, hein, malgré les discours sur l'égalité qui sont des discours nationaux. Effectivement, l'inégalité locale, elle est là, hein, et elle reste là. Hein. Enfin, il y avait tellement de règles d'hygiène, des normes et tout ça, dans les petites cantines étaient dans les écoles, qui ont pu fonctionner. Ça correspondait. Oui, oui.